Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Olivier Béfier est avec nous, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Nicolas Gottsman nous accompagne également, responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et Enguerrand Artaz à nos côtés, gérant à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir. Merci à vous trois d'être là, messieurs. Ravi de vous retrouver. Le chiffre de l'emploi qui rythme effectivement cette fin de semaine. Enguerrand, comment est-ce qu'on prend ce rapport ? 4,1% de taux de chômage, plus de 250 000 créations d'emplois. Ça, ce sont les chiffres affichés à la tête du rapport. Est-ce qu'il faut regarder un peu dans le détail ou est-ce que c'est un rapport explosif, comme Pauline le disait ? Alors, on regarde toujours dans le détail, évidemment, au-delà des chiffres headline qui paraissent sur Bloomberg ou autres. Et c'est vrai que sur les derniers rapports emploi, quand on regardait sous la surface, il y avait pas mal de petites choses pas forcément très très positives sur l'augmentation de la durée moyenne du chômage, sur la composition du chômage avec un peu plus de personnes qui perdaient leur emploi versus un chômage qui en début d'année était plutôt composé de gens qui étaient des nouveaux entrants ou des réentrants sur le marché du travail. Donc on avait ça sur les derniers mois. Là, en l'occurrence, sur ce rapport emploi, à peu près tous les détails sont bons. Il y a à moins un ou deux petits bémols, notamment l'emploi manufacturier qui est toujours pas très bien orienté, mais mis à part ça, vraiment dans la globalité, le rapport est très bon. On parlait des créations d'emplois. Alors c'est vrai qu'elles ont tendance à être assez fortes et à être assez souvent révisées dans les mois qui suivent. Donc ça, c'est une chose, mais ce qui est très rassurant, c'est l'autre partie du rapport, donc celle qui sert à calculer le taux de chômage dans l'enquête auprès des ménages. Et là, vraiment, tous les détails sont bons, même la baisse du chômage est quand même notable, parce que facialement, on passe de 4,2 à 4,1. En fait, quand on regarde avec une ou deux décimales de plus, on passe de quasiment 4,25 à moins de 4,1, 4,8. Donc, c'est une vraie baisse. Et vraiment, dans le détail, tout est bien orienté. On a même eu un rebond un petit peu du taux d'emploi par rapport à l'ensemble de la population. Donc, vraiment, tout est plutôt bon. Le point un petit peu, on va dire, est-ce que c'est rassurant ou pas ? En tout cas, rassurant dans une perspective plutôt taux Banque centrale, c'est que par contre, la croissance des salaires, elle, ressort en ligne, même marginalement un petit peu en dessous et sous une tendance qui est plutôt à la décrue. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant puisqu'on a du coup une dynamique de l'emploi qui reste très bonne, sans réaccélération forte de l'inflation salariale. Ouais. On est surpris d'avoir ces chiffres-là à ce stade, à ce moment, alors que la Réserve fédérale a entamé un cycle ou supposé cycle de baisse de taux il y a quelques mois à peine, Enguerrand ? C'est vrai que ça peut paraître surprenant. Alors, déjà, d'une part, étant donné les tendances sous-jacentes qu'on avait sur pas mal de composantes de l'emploi ces derniers mois, là, elles ne se poursuivent pas du tout. On a plutôt des choses qui se réinversent un petit peu partout. Et puis, évidemment, quand on pense qu'on vient de faire quand même 100 points de base de baisse de taux en un trimestre, voir l'emploi réaccélérer, forcément, ça pose question, et très certainement que ça pose beaucoup de questions aujourd'hui aux membres du FOMC, à Jérôme Powell en tête, de dire est-ce qu'on n'a pas été un petit peu trop rapide dans les baisses de taux. Bon. Nicolas, votre appréciation de la situation économique américaine, à l'aune notamment de ces derniers chiffres, de ce rapport mensuel emploi américain. On a eu des ISM aussi. Service était très bon, je crois, en début de semaine. Et qu'est-ce que ça implique pour la Réserve fédérale américaine ? Le marché est en train de viser un statu quo assez prolongé, partant des 100 points de base de baisse de taux qui ont été délivrés l'an dernier, là. Oui, je pense que le rapport d'emploi, il est surtout très rassurant, notamment sur l'enquête ménage, parce que si on prenait le détail de l'enquête ménage sur la dernière année, en fait, on constatait que depuis août 2023, on avait une destruction de l'emploi privé, donc ce qui était sans doute de nature à être correction future, et là, on a une hausse de 500 000 sur l'emploi privé, alors qu'on a un retournement sur l'emploi de gouvernement qui était le principal driver de la hausse sur l'enquête ménage. Par contre, sur le reste, tout est bon, effectivement, donc c'est plutôt, très bien, très bon rapport. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a définitivement fini avec la séquence qui sortait de la fin de l'été, où on avait vraiment une alerte sur le niveau d'emploi. On avait des chiffres qui n'avaient pas été très bons à ce moment-là. C'est ce qui avait précipité la baisse de 50 points de base initiale de la Fed. Et donc, de ce point de vue-là, c'est rassurant. Ensuite,
pour la Fed, je ne pense pas que ce soit forcément un obstacle. En fait, ce n'est pas parce que le marché de l'emploi est bon qu'ils sont forcés de garder les taux plus élevés. Ce qu'il y a, c'est qu'on a deux scénarios. Soit on a une dégradation du niveau de l'emploi, comme ce qu'on a pu voir donc à la fin de l'été, et là, la Fed est précipitée dans sa baisse de taux. Soit on a une économie qui reste vigoureuse, mais on a quand même la baisse de l'inflation. Et ça, je pense que c'est quand même le scénario, je dirais pas, enfin, si principal qu'on a. Et d'ailleurs, Christopher Waller, donc, qui est membre du board de la Fed, a prononcé un discours à Paris d'ailleurs il y a 2 jours. Ah oui. Oui, il était à l'OCDE. Oui. Et en disant clairement que lui considérait que si on avait un surplus d'inflation qu'on avait pu constater dans quelques chiffres sur les derniers mois, sauf le mois de novembre, c'était principalement en raison de prix imputés qui sont plutôt le reflet d'une inflation passée, mais qui ne traduisent pas une dynamique d'inflation qui serait supérieure aujourd'hui à ce qu'elle pouvait être. Or, si on continue d'avoir une inflation qui continue sur une tendance descendante, du coup, on aura les baisses de taux qui sont prévues, et lui signaler à ce moment-là que, je pense qu'il visait surtout à réduire un peu l'effet du dot plot qui a été publié en décembre, donc des projections qui avaient été faites par la Fed, en disant qu'il y avait quelques gouverneurs qui anticipaient également 5 baisses de taux en 2025, et que donc même si on a consensus, une vue médiane qui a 2 baisses de taux, il était aussi possible qu'on aille plus loin si jamais la baisse de l'inflation continuait, et cela malgré une économie vigoureuse. C'est-à-dire que si on continue d'avoir la hausse de la productivité et la baisse de l'inflation, on aura la baisse de taux, de toute façon. Ouais. Donc, le facteur clé, là, vous l'avez dit, c'est poursuite des gains de productivité. C'est-à-dire... Dans cette configuration-là, oui. Ça. Et il y a quand même quelques signes qu'il faut quand même suivre. On a notamment eu la publication des emplois vacants au début de cette semaine, avec toujours des niveaux d'embauche qui restent trop faibles, à mon avis, qui sont une source de risque. On a eu la publication aussi du PIB nominal mensuel par S&P, qui lui également montre un niveau qui passe plutôt, qui est en train de passer la barrière des 4%, en dessous des 4%, ce qui là aussi est un rythme à mon avis trop faible. Et donc on a quand même ce niveau de risque-là qui existe sur la tendance. Il faut faire attention, mais pour l'instant, on va dire le rapport de l'emploi est vraiment suffisamment positif. Le tout vraiment maintenant, le facteur clé, ça va être l'inflation. Est-ce que oui ou non, on va avoir la même séquence que l'année dernière, c'est-à-dire d'avoir des chiffres qui étaient très négatifs au début de l'année 2024. On peut avoir justement des chiffres moins forts, étant donné qu'on a des effets de base très marqués sur l'inflation. Sur l'inflation, on peut avoir la baisse, et ce qui devrait calmer aussi le marché obligataire. Bon, on est encore autour de 3% d'inflation cœur, c'est ça quand même aux États-Unis, d'inflation sous-jacente. Alors oui, et si on prend je pense la mesure importante en ce moment, c'est ce qu'on appelle le market base, le PCE core market base. Ouais. On enlève tous les prix imputés et on prend l'inflation core, et là on a une dynamique qui est quasiment proche des 2%. On est à 2,3, 2,4. Ouais. Bon. Pierre-Olivier, sur la situation de l'économie américaine. On a beaucoup parlé de l'exceptionnalisme américain qui ne semble pas encore être démenti à ce stade, sur le plan macro. En tout cas, est-ce que ça implique aussi pour les marchés obligataires et peut-être par voie de conséquence aussi pour des marchés actions américains ? Oui, moi je pense qu'il y a 2 paramètres qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est que l'administration Biden a dépensé en 2 mois, c'est-à-dire en novembre-décembre, un tiers du budget annuel. Donc, ils y sont allés très, très fort pour stimuler l'économie américaine. Je pense que l'économie américaine va être très, très forte au premier trimestre. Il n'y a aucun doute là-dessus. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que Powell... La moitié des dépenses fédérales, c'est fait sur 2 mois. Un tiers des dépenses sur 2 mois en fin d'année. Ça commence en octobre. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Donc là, sur 2 mois, ils ont déjà dépensé un tiers du budget. Notamment, il y a des énormes dépenses de santé, par exemple, etc. D'accord. Donc, ça, c'est un point important parce que je pense que le fameux soft landing qui a été le scénario pendant très longtemps, qui était attendu, je pense qu'il ne vient pas de la Fed. Il vient simplement du budget américain qui a été hyper stimulant. Donc, on a pu gérer en quelque sorte le resserrement monétaire de manière très souple parce qu'on avait un stimulus monétaire énorme. Voilà. Stimulus budgétaire. Oui. Bon, la grande question, mais ça sera pour après, plus tard dans l'année, c'est est-ce que Trump va mener une politique budgétaire extrêmement expansionniste ou pas ? Voilà. Si ce n'est pas le cas, on peut avoir aussi des petites surprises après sur l'activité américaine en deuxième partie d'année notamment. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un premier point à avoir en tête. La deuxième chose sur la Fed,
Bon, moi, je pense que Powell, il va battre le record Trichet. À mon avis, il nous fait n'importe quoi, de toute façon. Il n'a pas vu venir l'inflation, il nous a monté les taux en disant « Oh là là, il y a de l'inflation, de l'inflation ». Il fait n'importe quoi, il y a une économie qui tourne à 2,5%, à 4% de taux de chômage. Non, mais derrière, en juillet, il disait voilà, le soft landing est là, vous inquiétez pas, il coupe pas les taux. Après, comme le marché réagit un peu l'été, il dit « Oh là là, mais attendez, je vous fais 50 points de base en septembre ». Et puis là, en décembre, il nous dit « Non, mais là, il n'y a plus de poudre de la Fed, vous pouvez oublier, hein, parce que je suis pas sûr de mon coup, là, donc ça va il pilote. Voilà. Il pilote. Il pilote à lui, il voit rien, il comprend rien, quoi. Donc moi, je suis très... je pense que ça, c'est un gros point noir pour les marchés obligataires et pour les actions, actuellement. La Fed n'apporte pas de visibilité, vous trouvez? Non, aucune. Ah bon? Ça se voit d'ailleurs si vous regardez... Parce qu'en fait, il y a deux choses qu'on peut regarder. On peut regarder les taux, de manière faciale. On peut regarder ce qu'ils font, etc., ce qui est pricé. Mais après, il y a toute la distribution, à travers, par exemple, les options. Et là, on voit que le marché ne sait plus où on va. Ah ouais. On ne sait plus où on va. Et il y a même déjà des hausses pricées pour 2026. Ah bah... Donc ça veut dire que là, le marché, il voit autant de hausses que de baisses, en probabilité. Alors, je n'ai même pas regardé ce qui s'est passé juste après le rapport emploi tout à l'heure. Mais donc ça, c'est important à avoir en tête. Donc le marché est un peu perdu là-dessus. Il est un peu perdu par Trump pour l'instant, parce que bon, on est tous des experts de la politique économique américaine, mais personne ne sait vraiment ce qu'il va faire. Non. Et puis en plus, il est dans un jeu où il est en train de mettre la barre très très haut. Là, il va annexer le Groenland, il va envoyer l'armée prendre de Panama. Là, donc enfin, il met la barre très très haut, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle sera mise. On sait très bien que c'est plutôt un jeu de négociation, que la barre sera plus basse que ça. On se dit qu'il n'a pas envie de casser la belle mécanique de l'économie américaine, qu'il n'a pas envie de casser les marchés américains. C'est ce que le marché intègre quand même quand il réfléchit à Trump, non? Oui, mais bon, c'était le Trump 1.0, le Trump 2.0. On peut dire que c'est le Trump 1.0, mais pour l'instant, depuis le début de l'année, si vous pensez que c'était le Trump 1.0, ça vous fait très très mal au portefeuille. Hein. Ouais. Donc, non, je pense qu'il faut... Il y a une histoire de séquence aussi. Parce qu'on n'aura peut-être que les mauvaises nouvelles de Trump avant de voir les bonnes. D'ailleurs, l'administration américaine, aujourd'hui, elle essaie de blâmer, je dirais, Biden de tout ce qui se passe en ce moment. Il nous explique que la hausse des taux, c'est parce que Biden a fait n'importe quoi, etc. Moi, je suis prêt à mettre un petit doigt là, à parier que Trump, quand il va reprendre ses tweets à partir de février, il va commenter le marché action depuis son inauguration. Et pas ce qui s'est passé avant. Il dira avant, mais ça, c'est bien Biden sûr. qui a fait n'importe quoi. Les taux, mais attendez, Biden, vous avez fait n'importe quoi. Donc je pense que, voilà, peut-être que Trump va finir par être raisonnable. Et c'est un peu ce qu'attend tout le marché. C'est très consensuel, hein, de dire que finalement, les marchés, c'est important pour Trump et il va le faire quand même. Oui. Mais c'est pas sûr qu'on est à un point où c'est ce qu'il faille jouer aujourd'hui. Voilà. Tant qu'on n'a pas l'inauguration, tant qu'on n'a pas la Fed à la fin du mois, moi, je pense que le marché est un peu dans le flou aujourd'hui. D'accord. Et c'est dans ce moment-là qu'il y a un risque d'accident, vous dites ? En ce moment, on voit bien que de toute façon, les marchés actions, ils sont pas en pleine forme. Hein. Les taux obligataires. Moi, ce qui était intéressant dans le rapport emploi, finalement, c'est un rapport emploi... assez standard. Hein, oui, on s'y est habitué, mais quand même, quoi. Bien, mais franchement, les claims sont plus bas depuis tout le temps. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui se passe sur ce marché d'emploi. On avait juste un peu le taux de chômage qui remontait un peu, mais on savait que c'était dû à la forte immigration aux États-Unis. Donc, c'était essentiellement le côté supply, enfin offre du marché du travail qui causait la hausse du taux de chômage. Il y avait l'économie américaine, elle est au plein emploi depuis un certain temps. Voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais par contre, la manière dont les marchés réagissent à ça est très symptomatique d'une tension avec un consensus qui est sur soft landing, vous inquiétez pas, l'inflation va revenir. Enfin bon, s'il reste au plein emploi tout le temps et qu'en plus, je sais pas, on nous remet en plus, je sais pas, simplement le prix du pétrole. Si le prix du pétrole recommence à monter, etc., d'un seul coup, les anticipations d'inflation de marché vont complètement changer. Hein. Donc voilà, il y a des paramètres. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une économie de services. C'est un peu comme le Royaume-Uni. On en parlera peut-être, mais c'est un peu différent le cas du Royaume-Uni. Mais c'est une économie de services. Donc, c'est une économie, contrairement à l'Europe, où c'est plus difficile de freiner l'inflation. Uniquement j'entends bien. Oui. Sur la visibilité qu'offrent les banques centrales, et à commencer par la Fed, qu'est-ce que vous dites, Enguerrand ? Parce que bon, j'entends le jugement sévère de Pierre-Olivier, mais... Bon, ils sont pragmatiques aussi. Hein. Enfin, ça fait partie des caractéristiques et des qualités qu'on peut attribuer à la Réserve fédérale américaine. On n'est pas dogmatique et on essaye de ne pas s'enfermer dans des erreurs trop longtemps, d'une certaine manière. Alors, effectivement, mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'aujourd'hui, presque paradoxalement, ce n'était pas le cas il y a encore peut-être 2 ou 3 trimestres, on a beaucoup plus de visibilité, par exemple, sur une BCE, alors que la situation économique européenne ne fait franchement pas rêver, mais finalement... Comme le chemin tout, entre guillemets, va très mal, au moins le chemin est balisé. C'est vrai que la Fed, les changements de pied en l'espace parfois de quelques mois
pas forcément dans la prise de décision ou dans le scénario central, mais dans la tonalité du discours, ils sont quand même importants. Donc en fait, on a une Fed qui reste très, très, quoi qu'elle en dise, data dépendante, même si elle a essayé de nous remettre un tout petit peu de forward guidance. Un peu d'assurance, quoi. Avec un peu le rétablissement du double mandat dans le discours, etc. Malgré tout, elle reste extrêmement data dépendante. Et on arrive en plus dans un moment où, en plus d'être data dépendante, elle devient politique dépendante. Ça s'est vu très clairement sur le dernier FOMC, parce que quand on prend le détail, on a eu les minutes cette semaine, et même Powell l'avait un petit peu mentionné pendant la conférence de presse qui avait suivi la réunion. Très clairement, il y a une partie des membres de la Fed qui ont commencé à intégrer Trump. Les effets de la politique de Trump, alors qu'on ne sait pas ce qu'elle va être, et qu'il y a quand même énormément de débats, notamment sur toute la partie droit de douane, sur le fait de savoir si ce sera vraiment inflationniste ou pas. Il y a quand même beaucoup de doutes là-dessus, et c'est pas forcément si évident que ça, que ce sera vraiment inflationniste. Donc, on a finalement, effectivement, une Fed qui navigue plus à vue que jamais, qui a été un peu pris de court sur l'emploi, parce que il y avait cette dégradation de l'été, quelque part, ça paraissait logique, vu que dans le même temps, l'inflation repartait un petit peu à la baisse, tout allait bien, peut-être de taper un peu fort au début et de voir après. Là, aujourd'hui, elle est dans une situation où elle se dit, même si je ne suis pas tellement inquiet sur la partie inflation, je suis assez d'accord avec les propos que rappelait Nicolas de Christopher Waller sur le fait qu'il y a toute une partie de l'inflation qui est très technique, qui vient d'éléments calculés, que l'inflation vraiment quotidienne, réelle, quotidienne, qui correspond à la demande, elle est quand même plutôt en train de repartir. Mais ce qui est vrai néanmoins, c'est que la Fed, entre l'équilibre entre ces deux mandats, entre l'inflation, l'emploi et les conséquences de la politique de Trump sur tout ça, on voit bien qu'elle avance un petit peu à tâtons. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi cette remontée des taux qui, à mon sens, sur les niveaux sur lesquels on est là, après ce rapport emploi, devient un petit peu exagérée. Objectivement, mais on partait aussi de niveaux très très bas au moment de la première baisse de taux de la Fed. On était très certainement trop bas sur les taux longs au moment où la Fed commence à baisser ses taux en septembre. Donc il y a un mouvement de repricing qui va certainement un petit peu trop loin, mais qui traduit aussi cette incertitude sur là où on peut aller, parce que quelque part, si on ne fait que décaler des baisses de taux, c'est pas très grave. À la limite, les perspectives se décalent un peu. Si on commence à annuler complètement à repivoter, à contre-pivoter. Sans complètement contre-pivoter, mais en tout cas, dire, on aura peut-être une ou deux baisses de taux pour compléter, puis après on verra. C'est plus tout à fait la même lecture. Est-ce que c'est normal d'avoir une Fed qui tâtonne à ce stade ? Est-ce que c'est un apprentissage aussi en faisant, puisque la question derrière, c'est le taux neutre, j'imagine aussi, Nicolas. Est-ce qu'il pourrait en être autrement ? Et effectivement, quel type de discours on attend là, fin janvier ? Pas de baisse de taux, ça j'imagine, mais quel type de discours on attend fin janvier de la part de Jérôme Powell à l'issue du FOMC ? Je pense qu'il n'y aura pas de baisse de taux. Ensuite, moi, ce que j'attends, c'est peut-être effectivement une correction de ce qui a été fait au mois de décembre. Je trouvais que c'était inopportun de leur part d'indiquer qu'ils avaient intégré ce que Trump pouvait faire. Parce que la séance précédente, Powell avait dit qu'il ne ferait pas ce genre de choses. Et que c'est tout à fait incertain, et je ne trouve pas ça très professionnel de leur part. Et je pense qu'il y a quelques gouverneurs qui se sont un peu échauffés contre ça. Il y a eu Marie Daly qui a dit qu'elle n'avait pas fait et qu'elle trouvait que c'était inopportun de le faire. Je trouve que le ton de Powell aussi pendant la conférence était un peu de cette nature-là aussi. Le staff l'a fait également, d'intégrer ce genre de prévision. Je pense que ce n'était pas une bonne idée, donc j'espère qu'ils vont corriger ce point-là. Ensuite, sur le mouvement actuel, je pense qu'il y a deux séquences. C'était quand même assez intéressant. Donc on a la première séquence de hausse de taux qui a été accompagnée par une hausse du marché action. Donc on va dire avant l'élection, à partir du moment où le marché action, où le marché commençait à anticiper la victoire de Trump, plus la normalisation de la situation, on avait moins d'inquiétude. Et on a donc cette hausse de taux qui se matérialise avec la hausse du marché action et avec une baisse du pétrole à ce moment-là. Tout ce mouvement-là, on va dire, il va tenir jusqu'au 6 décembre. Et au 6 décembre, on a quelque chose qui se passe dans le marché, c'est-à-dire qu'on a la hausse des taux reprend, le marché action cale, on était à 4,50 à ce moment-là, et le marché du pétrole commence à monter. Et là, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, en fait, on va dire, il y avait une déclaration de l'OPEC à ce moment-là, l'OPEP qui disait qu'ils allaient repousser la hausse de production.
Et on a cette hausse du pétrole qui a été justifiée à ce moment-là par le fait que l'économie chinoise allait être redémarrer. Voilà, c'était le Politburo qui annonçait voilà, on va relancer. Sauf qu'au même moment, quand on regarde les taux chinois, ils ont explosé à la baisse au même moment, ce qui montrait que le marché ne croyait pas du tout à ce que disait le Politburo et que la relance chinoise était, comme d'habitude, un vœu pieux qui n'arriverait pas, en tout cas pas dans la mesure qui a été signalée. Et donc là, on peut se poser effectivement la question de la raison de la hausse du marché du pétrole, parce qu'il n'y avait pas forcément de demande supplémentaire. Là, on peut quand même considérer qu'on peut avoir plutôt un risque géopolitique qui est en train de se matérialiser, parce qu'on avait à ce moment-là une succession d'articles qui commençaient à être publiés sur la pression maximale qui allait être mettre en place sur l'Iran. Mais ce qu'on peut constater, c'est que sur les taux, sans doute que la hausse qu'on a depuis le 6 décembre dernier vient bien plus de la hausse du pétrole, parce que en fait, depuis le 6 décembre, le pétrole il a quand même monté de 15%, c'est quand même tout à fait significatif. Et qu'on a des anticipations d'inflation qui montent, qui font caler le marché action, et qui par contre progressent, permettent aussi également une progression du dollar. Donc là, c'est quand même une configuration qui est relativement différente de ce qu'on avait connu pendant la période électorale. Donc on a cette poursuite de la hausse des taux, sauf que le marché action ne suit plus, et le pétrole est en hausse par rapport à la baisse qu'on avait eue précédemment. Donc c'est quand même un cycle quand même tout à fait différent. Et donc, je ne crois pas que la hausse des taux soit, comme l'a dit Paul Krugman, due à la folie de Donald Trump sur le dernier mois, mais plutôt à la hausse du pétrole, tout bêtement. Et ça me semble plus cohérent, et ça explique aussi ce qu'on peut constater au niveau européen, parce que d'avoir une hausse des taux aujourd'hui au niveau européen me semble bien plus cohérent avec une hausse de 15% du prix du pétrole, plus la baisse des devises européennes, qui est quand même significative également, et qui pèse lourdement sur ce que peut être l'industrie. Mais ça veut dire que le marché reconsidère un risque inflationniste à travers les matières premières, doucement, et la faiblesse des devises, l'inflation importée, etc. Et c'est pour ça, je pense, que Piero Cipollone, a habilement... Donc l'italien au bord de la BCE. Ça a fait une interview au Corriere della Sera il y a 2 jours de ça, en indiquant qu'il considérait qu'il faut absolument faire attention à ne pas surréagir à ce genre de choses et d'accompagner le mouvement, et en gros de ne pas refaire les erreurs qu'on a systématiquement faites. Trichet et les autres systématiquement faites. Et qu'il ne faut pas reprendre ce genre d'erreur, et en tout cas de continuer le cycle de baisse de taux. Regarder à travers, quoi. Voilà, regarder à travers, parce que là, en fait, on a tellement plus de croissance en Europe qu'il faut bien faire quelque chose. Bon, le marché action, là, effectivement, comme le soulignait Nicolas, 4,50, 4,70, 4,80, c'est des niveaux où c'est plus difficile pour toute une partie du marché action américain, notamment. Oui, non, mais après... ça peut nous emmener beaucoup plus bas, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent offrir de la résilience pour les actions, là ? Je dirais qu'il y a 2 points. Le premier, sur les marchés actions, on rentre déjà c'est pas les mêmes années que les... Si on regarde les 2 dernières années, en cumulé, depuis 1928, on n'a jamais fait 2 années aussi fortes. D'accord. À doubler à plus de 20% de progression. On arrive avec un optimisme qui est bien ancré depuis 2 ans. Il y a eu des hauts débats, il y a eu des petits moments où on a douté. Mais enfin, je veux dire, le marché, il s'est très très bien comporté. L'année dernière, on monte avec un Sharpe de plus de 2 sur le S&P. Donc c'est fantastique. Il ne faut pas être très compliqué. Il n'y a pas eu un drawdown de plus de 8%, je crois. Mais par contre, on arrive avec des valorisations extrêmement élevées. Et puis un consensus, on le voit bien à travers le consensus qui a été créé par tous les brokers, etc. Qu'est-ce qu'on voit ? Ils disent tous qu'on va monter, mais peut-être pas trop parce que c'est cher. Mais on va tous monter. Il n'y a personne qui... Donc quand on voit bien qu'il y a une espèce de complaisance parce que plus personne veut être négatif sur ce marché. Parce que c'est trop dur d'être négatif depuis 2 ans. Voilà, donc on a cristallisé les choses au niveau du consensus. Donc donc on rentre un peu élevé en termes de valo. Donc c'est ce qu'on disait aussi un peu, c'est que quand le taux monte, d'un seul coup, on se dit qu'est-ce qu'on achète. Regardez le crédit corporate aussi. Aujourd'hui, mais les spreads sont tellement serrés. Mais je veux dire, moi je commencerai à avoir des vrais doutes en me disant est-ce qu'il ne vaut pas mieux pas que j'ai le bon souverain que même 2 années exceptionnelles sur le crédit, coup sur coup, 23 et 24. Donc il y a un peu de fébrilité, les investisseurs sont très engagés, donc voilà, je pense que ça explique un peu ce début d'année, et beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions auxquelles on n'a pas complètement répondu. Moi d'ailleurs, je rajouterais un petit point, parce que je trouvais l'analyse intéressante sur le pétrole. Moi je pense qu'un des facteurs aussi, notamment au mois de décembre, ça s'est vu, c'est quand Trump a commencé à hausser un peu le ton, et notamment que les Chinois ont commencé à dire qu'ils ne voulaient plus avoir de vaisseaux de la flotte fantôme russe, etc. Et que les importations chinoises ont commencé à repartir un peu. Et je pense que la géopolitique a un gros rôle dans tout ce qui se passe. D'ailleurs, ça se voit même aujourd'hui. Regardez ce qui se passe sur les marchés. L'or, c'est assez impressionnant. L'or aujourd'hui, les taux montent. Le dollar monte, les taux réels montent.
il est en train de réaccélérer là encore. Là. Et leur bouge. Et je pense que ça, ça, c'est lié à la dédollarisation. Trump en a peur. Ça, il a commencé à faire des interventions en disant non, sur mais les BRICS, les gens etc. qui commencent à vendre leurs treasuries, les banques centrales, ça me plaît pas. Voilà. Mais c'est le mouvement qui est en train de se passer. Et puis on est avec une overdose aussi d'offres de titres obligataires. Il y a beaucoup d'émissions. On sait qu'il y a un mur de refinancement qui arrive cette année. Donc bon, à la fin, il faut digérer tout ça. Donc c'est normal aussi que le marché obligataire soit un peu plus tendu, alors qu'à une époque, il y avait la Fed qui expliquait qu'elle avait tout son bilan qui était prêt à tout ramasser. On ne se posait pas trop de questions. Aujourd'hui, et donc quoi, il faut se préparer à un moment risk-off là ou... Je pense qu'on est déjà un peu dedans de toute façon. Les D'accord. marchés, ils baissent quand même. Depuis Powell, en tout cas, ils baissent. Voilà. Ouais, c'est pas non plus... Oui, d'accord. Après, il y a les marchés européens, c'est un peu différent. Les marchés européens, ils sont soutenus par la baisse de l'euro. Ouais. Voilà, mais regardez en dollars, le marché européen, il n'est pas fantastique non plus. Non. Voilà, c'est sûr que si vous regardez les exportateurs, on se dit c'est super, avec un euro à 1,02, on valorise les profits plus hauts. Voilà. Mais après, de manière générale, tous les marchés consolident en ce moment. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Encore une fois, on peut avoir un petit spectre d'Européens, se dire c'est fantastique, c'est peut-être la fin de l'exceptionnisme américain. Bon, c'est surtout que l'euro a beaucoup baissé. Oui, corrigé de la devise. On a beaucoup de boîtes exportatrices, Airbus, ça va être super pour eux. Voilà. Donc je le vois comme ça. Mais voilà, je pense que là, ça a commencé. Après, moi, je suis pas forcément très négatif à ce stade-là. Je pense qu'en effet, si Powell repivote un tout petit peu, voilà, on va remettre un peu d'espoir pour février. Trump va nous dire non, mais attendez, j'ai bien tapé, mais on va y aller doucement, etc. Je pense que Trump va tout faire aussi pour assurer, pour dire qu'il sera pas. Je pense qu'il va essayer de se donner l'image que c'est quelqu'un qui est sérieux sur le budget. Et je pense qu'il en a besoin parce qu'il y a une partie des républicains aussi qui ne dira pas le soutenir. Non. Ils ont une majorité, mais c'est une majorité très fragile. La Chambre, on a vu, ça passe pour Mike Johnson, mais il faut quand même passer des petits coups de fil. Enfin, c'est pas évident. On oublie que c'est un parti conservateur. Et il y a des vrais conservateurs sur l'aspect budget. Ouais. Donc, avec des gens qui ont mis des lignes rouges plus dans la Chambre des représentants et les sénateurs. Donc ils ne sont pas tous MAGA au carré au sein du parti républicain, quoi. Quelque part, plus le marché aujourd'hui se détériore, plus les taux montent et plus le marché action baisse, et plus Trump va arriver en disant mais vous voyez, heureusement que je suis arrivé parce que si j'avais laissé Biden aux commandes, imaginez ce qu'on aurait eu. Et moi, regardez, je suis le sauveur. Voilà. Donc je pense qu'il y aura quand même ce discours. Après, est-ce que les marchés vont accepter ce discours? Il faudra des faits aussi. Donc il y aura la phase, là il y a la phase un peu de stress avec la pression de Trump. Il y aura la phase où il va essayer de rassurer, et puis après il y aura la phase effet. Voilà. Donc on va essayer de naviguer, à mon avis, cette séquence cette année. Bon. En tout cas, c'est sûr, même si le marché consolide, comme dit Pierre-Olivier, les valos sur le marché américain donnent pas de droit à l'erreur dans l'exercice du pouvoir de Donald Trump dès le 20 janvier et dès la première seconde de la première minute de la première heure, quoi. C'est-à-dire qu'il est quand même il va naviguer avec un marché qui est topiche, qui est bien valorisé et qui souffrira pas d'erreur, j'imagine, en matière d'annonces politiques. C'est quand même une des grosses différences par rapport, on parlait du Trump 1.0 avant, c'est une des grosses différences, c'est que faire des petites erreurs, choquer un peu le marché quand on a un S&P qui est autour de sa valorisation médiane, le marché est capable de l'absorber, même s'il ne l'a pas toujours absorbé si bien que ça. Rappelez-vous du dernier trimestre 2018, alors là c'était pas mais même du début d'année 2018 avec les effets de bol. Le marché a eu des moments de stress quand même sous Trump 1.0. Mais malgré tout, quand on avait des valorisations comme ça, il est un peu plus capable de l'absorber. Et puis on avait aussi se rappeler quand même qu'on avait une économie qui n'était pas du tout sur la même orientation. 2016, on est sur toute une phase de recovery cyclique, après les points bas de 2015, les chocs en Chine, etc. On a un marché de l'emploi qui continue de s'améliorer, versus aujourd'hui, on est quand même plutôt un peu en dégradation. Alors, plus ou moins rapide, il y a encore beaucoup d'incertitudes là-dessus, mais en tout cas, on n'est pas sur un marché de l'emploi qui est en On n'est plus à 3,5% de taux de chômage. Oui, on a été à 3,5% et moins de taux de chômage ces années-là. Et puis, on le voit, l'activité industrielle, c'est vrai évidemment en Allemagne, en Europe, c'est vrai en Chine, etc., mais c'est vrai aussi aux États-Unis. L'activité industrielle, elle est très, très morose aux États-Unis, contrairement à 2016. Donc, on a quand même un contexte global qui est plus fragile et puis un contexte de valorisation qui est évidemment beaucoup plus sensible. Donc, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, effectivement, Trump va essayer en tout cas, les marchés voient Trump comme quelqu'un qui va essayer d'être pro-marché, d'être pro-investisseur, mais
les erreurs, au moins de communication qu'il peut faire, elles vont être beaucoup moins faciles à absorber dans un marché aussi tendu que pendant son premier mandat. Donc évidemment, on n'est pas à l'abri d'un certain nombre de dérapages, entre guillemets. Alors, pas tellement à la limite, je ne pense pas que le marché s'inquiète vraiment des histoires de le Canada va être le 51e État. Bon, ça, on sait que ça fait partie de l'exagération. Pour l'instant, c'est pas ce qui pose problème au marché. Je suis d'accord. Si ça devenait sérieux un petit peu, là, ça commencerait à inquiéter tout le monde. Mais enfin, à ce stade, c'est un peu ça fait partie du personnage, entre guillemets. Mais ça fait parler. Ça produit du bruit. Mais sur certaines autres choses, même certaines annonces qui pourraient être faites sur la partie Doge, sur le mandat qui a été confié à Elon Musk, etc. Si demain on annonce des dizaines, des centaines de milliers d'exstructions d'emplois publics, je ne suis pas sûr que le marché le prenne très très bien quand même. Donc il y a pas mal de choses comme ça où... Mais le fine-tuning des Trumponomics va être effectivement délicat, quoi. C'est ça. D'autant qu'on a toute l'incohérence trumpienne, mais dès les premiers discours, on prenait le discours qu'il a fait je crois que c'était mardi, où je pense qu'il nous dit à peu près dans 2 phrases qui se suivent quasiment, l'inflation est encore beaucoup trop élevée. Et la phrase d'après, il nous dit, mais les taux sont beaucoup trop élevés. Oui, il veut des taux plus bas, il veut un dollar plus bas, mais un dollar qui reste fort. Il faut baisser les taux, mais en même temps en baissant l'inflation, en ayant un dollar fort. Et bon, voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'incohérences quand même sur ça. Alors effectivement, peut-être que aussi une partie du fine-tuning peut se faire via le Parlement, parce que c'est pour moi une des petites surprises récentes, serait qu'à la sortie de l'élection de Trump, on disait c'est quand même le Parti républicain a un peu changé, il y a quand même beaucoup de MAGA c'était un peu ça, l'idée. Là, on voit qu'avec la faiblesse de la majorité à la Chambre, les conservateurs du parti ont repris un peu du poil de la bête et ont quand même un peu plus l'intention de jouer un rôle de contre-pouvoir. Sont prêts aussi à mettre un peu de rapport de force il y a avec Trump. Aussi un peu de contrôle qui peut arriver de ce côté-là, notamment sur la partie budget. Bon, sur la partie européenne, Nicolas, donc... Non, mais la question, c'est si jamais la Fed, effectivement, se met en statu quo prolongé, avec, je ne sais pas, peut-être une prochaine baisse de taux qu'on ne voit plus avant juin, voire septembre, la BCE, elle, va continuer son chemin de baisse de taux à chaque meeting, comme on l'anticipe, ou comme on pouvait l'anticiper, ou est-ce qu'il va falloir, là aussi, réajuster, et le marché a peut-être déjà commencé à le faire, réajuster un peu le tir sur ces anticipations. Alors, le marché a commencé à se réajuster. Je pense que pas le scénario principal, mais le scénario souhaitable, ça serait d'avoir une baisse à chaque prochaine réunion. Je crois que le scénario de Goldman, c'était d'arriver au mois de juillet avec une baisse à chaque fois, c'est qu'on arrive à 1,75. Je pense que c'est un minimum, étant donné les tendances actuelles. Quand on regarde, encore une fois, le secteur économique, le secteur privé européen, c'est vraiment une catastrophe. C'est-à-dire qu'on progresse en nominal de 1% par an, avec des taux qui restent à 3, ce qui paraît quand même relativement invraisemblable relativement à ce qui se passe aux États-Unis. Et ça, dans un contexte, effectivement, avec une hausse des prix des pétroles, avec une baisse de l'euro, ce qui va renchérir donc les importations, encore une fois. Et donc, on a vraiment un problème de ce côté-là. Et je pense malgré tout que c'est à eux de faire le principal effort pour pouvoir soutenir le niveau d'activité. Et j'ose espérer que ça ira dans ce sens-là. Mais, et il y a, je pense, un très gros mais, c'est qu'on a Isabelle Schnabel, donc, qui est une membre allemande du board de la BCE, qui a l'air de considérer que le taux neutre européen est beaucoup plus proche de 3 qu'il n'est de 2, ce qui n'est pas l'avis de François Villeroy de Gallo d'ailleurs. Ni de Christine Lagarde, elle a dit 1,75, 2,5. C'est ça les bornes du taux neutre pour officiellement la Banque Centrale Européenne. Et donc on va avoir une discussion entre les différents membres. Je constate malgré tout que depuis, on va dire, l'année 2022, c'est le camp Schnabel qui l'emporte quasiment de façon systématique et que j'ose espérer que l'autre camp prendra les commandes rapidement et qu'on puisse avoir une politique qui soit un peu plus souple que celle qu'on a pu avoir depuis... lors de cette période. Mais pour reprendre aussi le point, il y avait sur le dollar, je pense que ça devient maintenant le symptôme et la cause en même temps des problématiques de tout le monde. Et il y a un papier il y a 2 ans qui était sorti qui s'appelait le cercle impérial du dollar, qui avait été publié par la Fed de New York, qui était vraiment très intéressant et qui disait qu'en fait, à partir du moment où on commence à avoir une hausse du dollar, parce que l'économie américaine est forte. En fait, la hausse du dollar provoque un ralentissement des échanges mondiaux en termes manufacturiers, étant donné que c'est la monnaie de tout le monde. Sauf que ce ralentissement fait que chaque économie va en souffrir un petit peu, sauf que l'économie qui en souffre le moins
est les États-Unis, parce que c'est une économie qui repose principalement sur le service. C'est-à-dire que donc la hausse du dollar provoque un effondrement, une baisse du manufacturier qui va elle-même renforcer le dollar. Et donc on a une auto-alimentation du phénomène qui est exactement ce qu'on connaît depuis 2 ans maintenant, et que aussi longtemps qu'on ne cassera pas cette dynamique-là, on a vraiment un problème et que tout le monde en souffre, la planète entière en souffre en dehors des États-Unis pour le moment. Et je pense effectivement qu'il est urgent pour les Européens, pour les Chinois, de soutenir leur propre demande intérieure pour pouvoir rééquilibrer les échanges et paradoxalement faire baisser le dollar. Avoir une alternative au dollar, quoi. Non, c'est pas une alternative, c'est simplement d'avoir un rééquilibrage des situations et que le consommateur américain ne soit pas le seul sur la planète à consommer et que tout le monde produise dans le reste de la planète. Et ça ne peut pas durer. Il y a un vide politique quand même en Europe. Non, mais j'entends vos points, bien sûr, Nicolas. On discute de ça depuis longtemps avec vous, mais c'est vrai que j'entends aussi ce qui semble être le logiciel de la Banque centrale européenne dans cet environnement d'incertitude, de vide politique. On n'a pas envie d'aller trop vite, trop fort, quoi. Alors, ça, je le comprends bien. C'est le tâtonnement, on va apprendre, on va voir. Mais je suis parfaitement d'accord. C'est peut-être une erreur, mais... C'est ce qu'on connaît de toute façon en Europe depuis 5 ans. La seule différence qu'on a maintenant, c'est que depuis 2 ans, 3 ans, entre Pagnetta, Cipollone, en gros, le gang des Italiens se lève pour essayer de proposer autre chose. On peut voir que Emmanuel Macron, ça lui est arrivé aussi de soutenir ça. Il y a eu l'intervention avec Draghi il y a un mois un mois à Paris. Ouais. Il y a une tentative, on va dire, de changer quelque chose. Ensuite, effectivement, le poids politique n'est pas forcément suffisant, mais au moins, il existe une alternative dans le débat politique. Bon, sur les chances de l'Europe, là, en 2025 ? Pardon ? Les chances de l'Europe en 2025, les chances, je ne sais pas, de survivre à Trump, de rééquilibrer peut-être un peu le policy mix. Il y aura un peu de consolidation budgétaire. On ne va pas vers quelque chose de très expansif en Europe, contrairement à peut-être ce qui se passera de l'autre côté de l'Atlantique, quoi. Donc, Non, mais je pense que le policy mix, en effet, c'est le point névralgique. Je pense il faut sortir. C'est le thème de 25, quoi. Ouais, ça, je pense que c'était déjà un peu le thème, sauf que ça avait été... On a eu les... avec l'argent gratuit, on pouvait faire ce qu'on voulait sur le déficit budgétaire. Là, cette thématique est en train de commencer à arriver à sa fin, parce qu'on est à la fin de l'argent gratuit. Les charges d'intérêt sont en train d'exploser dans tous les pays, y compris les États-Unis. Donc, on est dans une séquence où ce policy mix est plus soutenable. Donc, le vrai policy mix aujourd'hui, c'est éventuellement d'avoir des déficits budgétaires, mais quand même beaucoup moins gros que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a un ajustement à faire. Et des taux réels beaucoup plus bas. Voilà, parce qu'on est trop endetté dans le système. On ne va pas pouvoir continuer avec les taux réels actuels. Moi, je pense que si je fais une petite prévision pour 2025, le gros risque de cette année, c'est qu'on reparle de la récession mondiale. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui interprètent très mal beaucoup de choses. La courbe des taux, c'est justement quand elle se repentifie que ça devient dangereux. C'est pas quand elle est négative. Si c'est violent, si le mouvement est violent, effectivement, ça. Voilà, bon, enfin bref. Mais là, c'est pas les taux courts qui baissent, là. Le sujet, c'est si les taux là, on a quand même un resserrement des conditions financières, qui est quand même assez fort. Comme ça a été dit, le resserrement du dollar, c'est un problème pour tout le monde. Donc, in fine, si en plus... Et une récession qui serait déclenchée par quel facteur ? C'est quoi ? C'est un problème de marché ? Ça peut être financier ? Ça peut être l'investissement ? C'est le consommateur ? Ça peut être simplement la discipline budgétaire à un moment qui peut être imposée par Trump aux États-Unis. Voilà. Qui arrive en Europe. Pour l'instant, on a les spreads français qui ont un peu monté, mais enfin, ça reste tout gentil tout ça. Mais bon, voilà, on peut avoir comme ça à la fois un resserrement budgétaire et les conséquences du resserrement un peu financier. Donc la patrouille obligataire, quoi, ce que j'appelle la patrouille obligataire qui viendrait. Et là, la Fed va peut-être devoir repivoter encore à nouveau. Voilà. Alors mais c'est pour ça que ce qui est intéressant pour la BCE, moi je trouve qu'au moins, qu'ils mettent une baisse de moins, qu'ils aient un peu plus graduellement, c'est pas grave. Mais il faut pas qu'ils changent de cliquet. C'est ça qui est important. Il faut mettre de la visibilité au marché en disant, pour l'instant, on est confiant, on va dans le bon sens. Et puis si à un moment ils disent, bon là, on vous a pas baissé les taux, mais on pense que ça va encore dans une bonne direction. Voilà, pour le marché. Garder un cap. Voilà, il faut garder un cap. Là, ce qui est un peu gênant aux États-Unis, c'est qu'on n'a plus de cap. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte, Enguerrand, là ? Enfin, je veux dire, comment on gère ces incertitudes, ces risques, avec des marchés bien valorisés aux États-Unis, avec des décotes importantes en Europe Comment on construit là un plan d'investissement pour 2025 ? Alors c'est vrai que c'est pas évident puisqu'on a d'un côté finalement un marché dont les fondamentaux sont bons à l'instant T, c'est les États-Unis, mais qui est très cher, et des marchés qui sont pas spécialement peu chers, parce que l'Europe c'est très peu cher par rapport aux États-Unis, par rapport à son propre historique, on a la médiane. C'est vrai. Plus sur des marchés très décotés. Mais d'autres marchés, on va dire moins chers, mais dont les fondamentaux, que ce soit l'Europe, la Chine ou autres, qui donnent pas tellement envie d'y aller. Donc il faut arriver à naviguer entre ça. Peut-être qu'un des guides, c'est
penser en termes d'asymétrie. Alors qu'aujourd'hui, aux US, on a des valorisations qui price un scénario quand même globalement parfait. Forcément, la symétrie, elle est quand même plutôt à la baisse. Quand on fait la liste de ce qui pourrait aller mieux aux États-Unis ou de ce qui pourrait aller moins bien, on a quand même plus de choses d'un côté que de l'autre. Qui peut acheter encore des actions américaines, quoi. Oui, mais regarde sur les profits quand même. C'est quand même un point. C'est-à-dire que les grosses boîtes américaines, elles délivrent. Oui, on attend encore une partie seulement. Une partie seulement. Et c'est où là aussi un des autres risques, c'est qu'en fait le gros de la croissance d'EPS aux États-Unis, ça reste quand même les Mag 7, les grosses boîtes de tech. Le reste du marché américain, on a une croissance d'EPS qui n'est pas tellement au-dessus en réalité des marchés européens. Mais les prix sont plus bas aussi, du coup. Pas tellement en fait. Quand on regarde un S&P hors Mag 7, alors, en absolu, oui, la valorisation est moins élevée. Mais par rapport à l'historique, si on raisonne en termes de décile ou de pourcentil de valorisation, on est assez cher aussi. Donc, c'est vrai que le marché américain est un peu cher de partout. Donc, voilà, côté américain, on a quand même de l'asymétrie plutôt à la baisse. Côté européen, on va dire, de toute façon, plus personne veut d'Europe. On va parler des investisseurs internationaux, ils ne veulent plus en entendre parler. La Chine, j'en parle même pas, c'est pareil, plus personne en veut. Donc là, quelque part, l'asymétrie est un peu plus favorable. Alors, le problème, c'est que les catalyseurs pour que ça rebondisse sont quand même plus ou moins improbables. Peut-être le plus probable en Europe, c'est que l'Allemagne fasse un peu plus de déficit budgétaire, mais le reste, c'est très hypothétique. L'espoir, c'est l'élection allemande, c'est ça ? Oui, non, mais il l'a bien dit. Oui. Non, mais après, le problème, c'est qu'on se dit toujours l'Europe, ça va être foutu, mais bon, peut-être des fois, on a des... Ah bah oui, quand on dit ça, qu'effectivement, marginalement, il peut y avoir que des surprises positives. S'il doit y avoir des surprises, elles peuvent être positives. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Enguerrand Artaz, la financière de l'Échiquier, Pierre-Olivier Beffy, Boussard-Gévaudan, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité.